Nous sommes à l'European Cyber Week, organisée par le pôle d'excellence cyber. Je suis Yasmine Douadi pour Risk Intel Media. Vous allez retrouver dans quelques instants une conférence sur la nécessaire inclusion des femmes dans la cybersécurité. Donc je suis Hélène Chinal, j'appartiens à l'entreprise Capgemini, mais je suis ici comme vice-président chargé de mission sur les enjeux sociétaux pour le pôle d'excellence cyber. Et je suis donc ravie de vous accueillir et d'introduire cette journée. Alors pourquoi cette journée dédiée aux enjeux sociétaux dans le programme de l'European Cyber Week ? Parce que les enjeux sociétaux autour de la cybersécurité sont nombreux et ils nous concernent toutes et tous en tant qu'individus, citoyens ou professionnels. Il n'y a pas d'exception du plus jeune au plus âgé, quel que soit son milieu, son origine, son parcours, son domaine d'activité. La pandémie et le contexte géopolitique n'ont fait que renforcer l'exposition et nous voyons les attaques se multiplier de façon exponentielle sans que nul ne soit épargné, entreprises, institutions et évidemment les individus. Pour mieux prévenir ces attaques et savoir les gérer de la façon la plus rapide et efficace, un des enjeux est d'accroître nos compétences et la variété des profils dans les métiers cyber. Et c'est à ce sujet que nous allons consacrer cette journée. Cette journée, nous l'avons appuyée sur un manifeste. Alors, pourquoi un manifeste ? Un manifeste pour plus de diversité et d'inclusion dans les métiers de la cybersécurité. Pour adresser les enjeux que je viens de présenter, nous avons besoin d'attirer dans la filière cyber, qui reste encore trop marquée comme une filière de métiers techniques et masculins. Or, nous avons besoin d'une diversité de profils et de parcours toujours plus large, et le panorama des métiers dans le monde de la cyber est bien plus vaste que dans l'imaginaire collectif. Nous l'illustrerons pendant la journée. Par ailleurs, il y a une pénurie massive de talents dans le numérique, mais qui est encore bien plus aiguë dans le monde de la cyber. Enfin, outre ces pénuries sur lesquelles je vais revenir, la représentation des femmes est bien trop faible dans les métiers du cyber, du fait de stéréotypes qui restent bien ancrés. 11% de femmes seulement dans les métiers de la cyber, d'après l'enquête de l'ANSSI en 2021. Malgré de nombreuses initiatives, les femmes ne sont pas suffisamment incitées à investir ces métiers, notamment pour des raisons systémiques, culturelles et historiques. C'est la raison pour laquelle le PEC investit lui aussi sur cette thématique, notamment au travers des cadettes de la cyber qui ont été lancées en 2021, mais aussi en partenariat avec les associations dont l'objet même est de promouvoir la juste place des femmes dans les métiers de la cyber. Elles contribuent à cette journée et je les en remercie. Alors je vais revenir maintenant sur la pénurie et donc le potentiel d'emploi qu'offre le domaine de la cyber. Nous avons collectivement besoin d'accroître le nombre de professionnels et il nous faut trouver d'autres voies que celles qui existent aujourd'hui. Car, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, les organisations se font concurrence sur le même vivier de talents, ce qui nuit à l'efficacité et la compétitivité globale, au lieu de traiter sur le fond le sujet de la pénurie. L'inclusion de nouveaux profils, de profils différents, est une réponse positive pour les employeurs, comme pour des personnes qui ont moins facilement accès à l'emploi, par exemple, du fait d'un handicap ou de l'origine sociale. Pour ce faire, cela demande d'élargir les critères de recrutement dans la filière, mais aussi de mettre en place des actions pour faciliter l'accueil et l'inclusion au sein des organisations de ces profils différents, afin que leur environnement soit respectueux, car ils apportent une richesse par leurs différences. Le pôle d'excellence cyber a monté un groupe de travail pluridisciplinaire regroupant 23 acteurs pour définir et mettre en œuvre un programme permettant d'attirer, former et intégrer de jeunes autistes, en se plaçant de leur point de vue, du point de vue du formateur, mais aussi du point de vue des entreprises qui vont les accueillir. Il faut savoir que 70 à 90% des personnes qui sont autistes sont sans emploi ou dans des emplois qui sont inadaptés à leurs compétences. C'est une initiative parmi de nombreuses et qui s'appuie sur un écosystème qui existe, qui est innovant et qui est extrêmement engagé.
Nos sessions de l'après-midi seront sur cette thématique. Et nous aurons à la fois des témoignages, puis une table ronde qui sera ensuite conclue par une prise de parole de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous avons déjà de nombreux signataires de ce manifeste publié juste avant l'European Cyber Week, ce qui montre qu'une dynamique d'inclusion est possible et voulue par nombre d'entre nous. Et évidemment, j'invite tous ceux qui le souhaitent, toutes les organisations qui le souhaitent, de nous rejoindre dans la signature de ce manifeste, qui est une pierre à l'édifice pour davantage d'inclusion et ainsi encourager les diverses organisations, associations spécialisées qui œuvrent pour ces causes et dont un certain nombre nous accompagnent également pendant cette journée. Donc, il était prévu dans la salle, donc je pense que ça s'installera en cours de journée, la présence de 2 associations autour de la juste place des femmes dans les métiers de la cyber, qui sont le CEF6 et Women for Cyber. Et il y a également un stand qui a été dédié par le PEC pour les associations qui œuvrent pour l'intégration des personnes en situation de neuroatypique. Donc je vous invite évidemment à aller rencontrer ces associations pendant la journée. Alors nous allons démarrer par la première séance de témoignage avec les femmes qui m'entourent. Je vais aller m'asseoir à leur côté. Alors je prends mon pense-bête, si je ne me perds pas dans les papiers. Voilà. Donc, j'ai autour de moi donc 4 femmes qui vont témoigner de leurs expériences, de leur parcours, donc qui sont Brunessen Bertrand, qui est professeure à l'université de Rennes 1 et qui est récemment lauréate de l'European Cyber Women Day 2022, qui a eu lieu au mois d'octobre au campus cyber à Paris. J'ai ensuite Léa Lepézeron, qui est cadette de la cyber de la première promotion lancée l'an dernier et qui est maintenant d'ailleurs qui a rejoint Capgemini. J'ai ensuite Mélissa Rossi, qui est Mélissa, pardon, j'ai mal écrit le nom, excuse-moi. Mélissa Rossi, qui est membre de l'équipe cryptographie de l'ANSSI. Et puis Livia Tibirna, qui est experte en cyber threat intelligence chez Sequoia et qui est également lauréate de l'European Cyber Women Day 2022. Donc, nous allons commencer notre conversation et je vais d'abord vous poser une question à chacune de vous sur ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous êtes arrivés dans ces métiers cyber, choix, hasard, opportunité. On commence par quel côté? Très bien, bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invitée et puis je me ferai un plaisir d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous après avec un grand plaisir. Et donc, pour répondre à la question, j'ai eu plutôt une formation académique dans le secteur de la finance. Pour ensuite plus m'orienter vers les relations internationales en me disant que c'est ce que je veux faire, analyser un peu les relations économiques et commerciales dans le monde, toujours dans une portée de coopération, d'échanges internationaux. Et donc j'ai commencé par des expériences dans le secteur public, pour ensuite plus m'orienter vers l'appui des entreprises dans leur implantation à l'international. Et le lien avec la cyber, le précurseur, on va dire, c'était au moment où j'ai commencé à travailler pour un cabinet de consulting en intelligence économique et où le mot-clé de mon travail au quotidien est devenu investigation. Donc, on faisait des dossiers sur des pays, sur des acteurs, sur de la concurrence, etc. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, c'est un peu cette compétence qui est l'investigation, qui sera le fil rouge dans ma carrière ensuite.
Et donc, je suis entrée dans la cyber un peu via ces compétences-là, via des compétences de recherche, d'investigation, que j'ai transposées du milieu financier économique à la cyber, parce que je commençais déjà à prendre conscience des enjeux de la cybersécurité. Ça m'intéressait beaucoup. Et je pense, comme beaucoup de gens, je me rendais compte que on est encore très loin de saisir l'ampleur et le volume réel de cette menace. Donc, d'abord par un intérêt vraiment très personnel qui s'est ensuite transformé en un vecteur qui m'a porté d'une société à l'autre dans la cybersécurité. Et donc, j'ai commencé par des postes dans Cyber Threat Intelligence, donc qui est le renseignement sur la menace. Et qui veut dire investiguer sur les acteurs, sur leur mode opératoire, mais on va peut-être en parler plus quand on décrira nos missions actuelles. Et comme je pense beaucoup de femmes et d'hommes dans la cybersécurité, je suis arrivée avant tout par passion et à moitié par hasard. Donc avant de poursuivre, du coup, j'introduis Hermance Baudry qui vient de nous rejoindre, ancienne responsable du développement et du soutien à l'export au G4 et membre de Women for Cyber. Voilà. Et la première question que je posais était comment êtes-vous arrivée dans ce métier? Bonjour, Mélissa Rossi. Ravie d'être ici aussi. Alors moi, je suis cryptologue à l'ANSSI. Et alors, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très commun. Donc, comment j'en suis arrivée là? Donc, j'ai suivi donc, le parcours des gens qui aiment bien les maths. Donc, j'ai fait classe préparatoire et école d'ingénieur. Mais j'aimais beaucoup les maths et surtout le côté logique et algorithmique dans les maths. Et j'avais un dilemme, en fait. C'était que j'avais envie aussi de concilier ça avec mes valeurs et être utile à la société actuelle, faire des choses qui ont des impacts concrets. Et c'est vrai que dans les maths, on peut aller dans l'abstraction et faire des choses quand s'éloigner un petit peu des impacts pratiques et s'éloigner, voire faire des choses pour la beauté des maths. Et ça m'allait pas trop. Et en fait, j'ai eu un cours de cryptographie donc dans mon école d'ingénieur. Et là, en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, donc là, on peut faire des maths complexes et de l'algorithmique complexe et à la fois avoir un impact très concret dans la vie de tous les jours, donc dans les téléphones portables, les cartes bancaires, Internet, partout. En fait, il y a des algorithmes cryptographiques qui protègent nos données et nos communications. Et donc ça m'allait bien en fait de pouvoir faire des choses qui techniquement me plaisent et en même temps pouvoir avoir un impact concret. Donc je suis allée voir le prof de cryptographie et je lui ai dit comment on fait pour être comme vous. Et donc il m'a conseillé un master de cryptographie. Donc j'ai fait ce master et là je me suis vraiment épanouie. Quand on trouve son domaine, c'est très très plaisant. Donc j'ai vraiment adoré ce master-là. Et je ne me voyais pas faire une thèse avant d'arriver là. Et en fait, là, la thèse, ça a vraiment été pour moi la suite naturelle parce que le domaine me plaisait tellement que la question, ce n'était pas est-ce que je vais faire une thèse, mais sur quel sujet je vais faire ma thèse. Et donc, j'ai fait une thèse de 3 ans sur le sujet de la cryptographie post-quantique. Donc, cryptographie, c'est la science du codage et décodage des codes secrets. Et post-quantique, c'est un des sous-domaines de la cryptographie. Et donc, pour donner un conseil, par exemple, aux jeunes qui débutent dans le métier, ce qui est important, je pense, c'est de s'imaginer la situation idéale qu'on voudrait. Donc, par exemple, moi, pour ma thèse, je me disais, idéalement, j'aimerais avoir une affiliation académique dans une bonne université, avoir aussi un point de vue industriel, parce que j'avais quand même envie de voir à quel point ces choses étaient pratiques pour être dans des produits de sécurité, et avoir un point de vue étatique en plus, cerise sur le gâteau, pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de législation étatique. Et en fait, j'ai tenté. Et donc, ça a marché. Donc, j'ai eu de la chance, ou je ne sais pas, j'ai eu les 3 affiliations dans ma thèse. Donc, j'ai pu avoir ces 3 points de vue. Et donc, je pense que beaucoup de jeunes femmes se disent « Oh non, c'est pas possible, je ne pourrais pas se fermer les portes à l'avance. » Donc, c'est pas à nous de nous dire non, c'est plutôt aux autres, au pire, de nous dire non. Mais parfois, ça marche, parfois, on a des oui. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait cette thèse dans un environnement hyper effervescent et passionnant. Et ça m'a amené à mon poste actuel, donc à l'ANSSI. Je suis cryptologue dans la sous-division d'expertise au sein de l'Agence nationale de la cybersécurité.
Bravo, on sent la passion. Léa? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Léa et c'est marrant ce que tu dis parce que tu as commencé en disant bah voilà, moi j'ai suivi le parcours de ceux qui aiment les maths. Moi, je crois que j'ai suivi le parcours de ceux qui n'aiment pas les maths. Donc, j'ai commencé avec un baccalauréat littéraire, donc vraiment au premier abord très éloigné de la cybersécurité. Et finalement, on se rend rapidement compte que de Proust à la cyberstratégie, il y a qu'un pas, quoi. Et puisque, en fait, ce qui me passionnait, c'était les sciences humaines et sociales, et plus précisément la géopolitique. Et donc, j'ai poursuivi par un master de géopolitique, d'abord très général, et puis ensuite, on se rend rapidement compte que pour comprendre les enjeux stratégiques aujourd'hui et tout ce qui va graviter autour des questions de la guerre hybride, ça passe inévitablement par les questions de cyberstratégie. Et grâce à cette formation en géopo en M1, j'ai pu me spécialiser en deuxième année de master en fait en cyberstratégie et terre numérique. Et donc là, j'ai eu, grâce à mes professeurs qui étaient issus du laboratoire de recherche Géode, donc qui travaillaient déjà sur ces questions du numérique de manière générale, j'ai pu réaliser mes premiers crawls du web, mes premières recherches en lien avec l'OSINT. Et c'est à ce moment-là que je suis littéralement tombée dans le chaudron de la cyber, en fait. Par hasard, puisque ce n'est pas du tout ce à quoi je me destinais au premier abord. Et en fait, je me suis rendu compte que ça répondait à tout ce que je recherchais dans ma vie professionnelle, donc un raisonnement géopolitique, un relationnel aussi, quelque chose d'humain quand même, que j'avais peur de ne pas retrouver au premier abord, et on se rend rapidement compte que c'est très présent dans les métiers de la cyber malgré tout. Et donc j'ai choisi de me professionnaliser finalement là-dedans en me tournant vers une alternance en fait en M2, où j'ai pu travailler donc pour le vice-amiral d'escadre Arnaud Costière, et c'était dans le cadre d'une société de conseil en fait pour les startups, les PME, les TPE cyber. Donc j'étais en lien direct avec des entreprises de toute taille, et c'est vraiment ce que je voulais, pouvoir me confronter à un écosystème très varié, pouvoir parler aussi bien avec des grands groupes que des startups qui étaient encore au stade d'embryon, et c'est voir un peu toute cette effervescence autour de la cyber qui me plaît particulièrement dans ce que je fais aujourd'hui. Donc je dirais, pour en revenir à la question initiale, est-ce que ça a toujours été un rêve, est-ce que c'est un hasard total, que c'est un hasard total qui aujourd'hui me passionne profondément et que je continue à découvrir chaque jour dans mon métier. Bravo pour ce partage. Peut-être Hermance, quelques mots. Alors moi, je serais peut-être celle qui allie les deux voies, puisque donc j'ai également suivi un parcours Mathup Maths-P, mais avec, je dirais, une vue toujours aussi du point de vue industriel, parce que dans la cybersécurité, il ne faut jamais oublier qu'il y a les cibles et il y a les faisans. Et je pense que c'est très intéressant, notamment dans cette question des attaques, de la guerre électronique, d'être au plus proche des compréhensions des enjeux, et notamment au sein de nos structures qui ont de la création de valeur, que ce soit nos institutions ou que ce soit nos entreprises. Voilà. Donc c'est pour ça que, d'autant plus dans l'industrie de défense, puisque j'étais au plus proche au sein de mon ancien poste du groupement des industries de défense et de sécurité françaises. Et du coup, je propose de passer le micro à Brunessen. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aussi. Et c'était intéressant de vous écouter parce que j'ai un parcours à la fois très différent et en même temps, tout ce que vous avez dit fait écho dans mon parcours à moi au choix. Alors effectivement, il y a une part de hasard et peut-être aussi une part de passion, une interrogation sur la fonction sociale qui peut être la nôtre. Donc moi, je suis professeure de droit, agrégée de droit public, spécialisée d'abord en droit européen et puis progressivement, en effet, la tentation de l'abstraction, ce n'est pas qu'en mathématiques, c'est aussi dans d'autres branches universitaires. Et le droit, c'est quand même quelque chose de concret, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette tentation de penser pour penser, de façon parfois un peu déconnectée des réalités sociales, économiques, etc. Et donc, alors moi, ça a été une approche un peu en entonnoir, par capillarité, c'est-à-dire que au départ, je me suis plutôt spécialisée dans le numérique de façon générale, pas spécialement sur les questions de cyber. Et donc, bon,
alors là, c'est très vaste, mais ça a été déjà un point d'entrée intéressant. Enfin voilà, c'était important pour moi d'avoir d'abord une vision un peu générale, et puis j'aurais pas fait forcément le choix de la cybersécurité, de travailler sur le droit de la cybersécurité, si finalement on m'avait pas proposé un projet d'être co-auteur d'un code de la cybersécurité qui a été publié il y a quelques mois, qui était complètement nouveau, parce que en fait le droit de la cybersécurité, c'est des petites choses par-ci par-là disséminées dans toute une série de textes, et d'avoir un peu alors d'abord ce rôle un peu pédagogique qui est le nôtre, hein. Moi je suis professeur d'université, donc cette idée de transmission a quelque chose forcément d'un peu structurant. Donc essayer de rassembler, de donner un peu à comprendre, et de donner les moyens à tous ceux qui le souhaitent, et surtout pas qu'aux juristes, de pouvoir se saisir de cette matière, et puis aussi d'en faire apparaître les lacunes, les éléments qui doivent évoluer, etc. Et puis il y a un côté aussi un peu intéressant. Alors on est un peu seul en droit sur ces sujets, mais la contrepartie, c'est qu'il y a quelque chose de très stimulant de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir. Le droit de la cybersécurité, bon, il y a beaucoup de choses, mais il y en aura encore bien davantage dans les mois, années à venir, et qui va évoluer. Et de se dire que voilà, on est en train de saisir quelque chose qui est en train de en marche, en construction, en cours de quelque chose en cours d'élaboration, avec beaucoup d'enjeux. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très stimulant, et d'avoir à la fois la réflexion sur le droit, et puis la transmission par rapport aux étudiants, parce que ça fait partie des challenges, mais que j'évoquerai peut-être après, de monter des filières sur ces sujets. Peut-être une question supplémentaire pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en fait dans votre parcours, et du coup, si c'est le cas, lesquelles en fait? Alors, il y a des difficultés, mais qui sont aussi à la mesure de l'intérêt qu'on peut porter sur ces sujets. Je dirais que il y a un coût d'entrée, hein, quand on est juriste sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il faut... alors, ça peut être valable dans d'autres branches du droit. Si on fait du droit hospitalier, il faut connaître un peu le fonctionnement de ces milieux-là. Mais alors, le coût d'entrée dans le numérique, parfois, il faut comprendre ce que c'est que la cryptographie, c'est un peu contre-intuitif. Parfois, il faut comprendre ce qu'est, je sais pas moi, une blockchain. Il faut comprendre, des objets numériques qui sont au départ quand même assez éloignés de nos objets à nous. Et là, le risque, c'est quand même, c'est encore l'abstraction. C'est-à-dire que même si on parle d'objets très concrets, de se faire une vision un peu fantasmée. Et parfois, quand on voit certains textes de loi, ou même certaines décisions juridiques, et on comprend bien pourquoi, hein, on connaît la formation des juges et de ceux qui rédigent les textes, la tentation d'avoir une vision, alors pas forcément idéalisée d'ailleurs, mais disons un peu abstraite, et pas toujours avec un niveau de granularité suffisant de ces objets. Et donc il y a un peu un coût d'entrée, parce qu'on n'a pas en France, et ça c'est une différence peut-être avec d'autres systèmes universitaires, où vous avez des law and economic, law and society, etc., dans des pays plus anglo-saxons. Nous, c'est soit on fait du droit, soit on fait des maths, soit on fait de l'histoire, soit on fait... Et donc d'avoir une approche en fait pluridisciplinaire de ces objets, parce qu'à un certain point d'étude, ça devient indispensable. Donc la difficulté ça a été une difficulté, une sorte de challenge, mais bon, au final, quand on a le sentiment que parfois on arrive à le relever, c'est motivant, et de travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout la même façon d'appréhender les choses, avec des mathématiciens, avec des ingénieurs, avec une pluralité de profils, et alors ça prend un petit peu de temps pour se parler, d'être sûr qu'on parle de la même chose, que parfois, même s'il y a les mêmes mots, on ne met pas forcément les mêmes choses derrière, et d'arriver à trouver comme ça un langage commun, une compréhension commune pour... moi, je pense que je ne pourrais vraiment pas travailler si j'avais pas en parallèle des experts en cryptographie, en informatique, etc., qui me disent les choses sous un angle très technique. C'est vrai que moi, au départ, l'aspect technique, c'était un petit peu contre-intuitif, mais c'est vrai que... Il y a quelque chose comme ça. Donc, cette difficulté, c'est un petit peu le coût d'entrée que ça implique quand on se spécialise sur ces sujets, par rapport à, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, la nécessité de croiser les regards sur ces sujets. Voilà. Passer le micro à Livia.
Et Livia, du coup, ce que je voudrais vous demander, c'est aujourd'hui, quel est votre métier et quelle satisfaction vous en retirez? Alors aujourd'hui, qu'on l'appelle Cyber Threat Intelligence ou renseignement sur la menace, mon métier consiste à essayer de connaître la menace cyber. Et ça s'articule dans plusieurs aspects au quotidien. Donc, l'attaquant, on va dire l'acteur malveillant, est un peu au centre de nos intérêts de recherche et d'investigation. Et ensuite, on va vraiment s'intéresser à tout son environnement, à tout son écosystème, quels outils ils utilisent, quelles techniques d'attaque, quelle est la géographie ou les secteurs économiques qu'ils visent, etc. Et en fait, ce qui est enrichissant et porteur, et ça vient d'être évoqué, c'est l'aspect pluridisciplinaire. C'est vraiment un plaisir au quotidien de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et surtout c'est enrichissant parce qu'en portant des regards différents sur la même menace, ça crée vraiment un portrait assez complet et j'ai eu également la satisfaction personnelle de pouvoir appliquer mes compétences dans un secteur où j'aurais pas imaginé y être il y a encore 4 ans. Donc tout ce qui est compétences linguistiques, par exemple, sans doute, vous voyez ça passer également, qu'il y a des langues d'intérêt, notamment ce qui est arabe, chinois, russe. Donc là où la menace, là on a l'habitude de dire que la menace émerge, tout ce qui est compétences en relations internationales. Et j'ai eu également, alors je dis la chance, mais c'est sûrement pas le bon mot et c'est un peu erroné, mais de rentrer dans la cyber au moment où, alors je pense quelques semaines après le déclenchement de la pandémie liée au Covid, et donc voilà quelques temps après, il y a la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée, et en fait c'était aussi le moment où on s'est rendu compte que la cyber n'est pas que les hackers en capuche ou n'est pas que les ingénieurs techniques qui travaillent derrière leur ordinateur, mais que les enjeux vont beaucoup plus, vraiment loin de là. Et c'était voilà, très intéressant d'appliquer, de faire aller ensemble, travailler ensemble des experts en géopolitique, des ingénieurs, des personnes qui à leur quotidien, en fait, vont à la fois aller très en profondeur et creuser jusqu'au mode opératoire le plus basique de l'attaquant, et à la fois prendre de l'auteur, du recul et essayer de placer ça dans un contexte très large, le contexte de la guerre, le contexte de la pandémie. Et également, on va dire que dans la cyber, dans ce que je fais au quotidien, il est extrêmement intéressant de se dire je peux être un acteur qui va empêcher une attaque de se produire. Comme notre logique est plutôt d'anticiper les menaces. Donc c'est un peu à ça que sert la connaissance de la menace. Donc voilà, parce qu'on a beau à faire des fiches attaquants, mais si c'est après coup, voilà, c'est un peu moins intéressant. Et c'est de se dire en quoi mon renseignement sur cet acteur ou sur cette technique ou ce pays qui développe des capacités offensives en cyber, donc en quoi cette connaissance va m'aider à me placer en amont et au plus tôt possible d'une chaîne d'attaque. Et donc son impact, on le voit vraiment ici, que ce soit par rapport à ses clients ou par rapport à l'écosystème cyber en général, parce qu'on est beaucoup dans le partage également, on essaie de... Voilà, la richesse de la connaissance réside surtout dans le partage, donc c'est de se dire en quoi je peux anticiper pour pas devoir expliquer quand ça arrive. Donc alors moi, je travaille à l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la cybersécurité en France. Et donc on a un rôle d'autorité nationale en matière de cybersécurité et cyberdéfense. Donc on est 600 personnes. Et donc moi, dans cet écosystème, je travaille dans la sous-direction d'expertise dans un laboratoire de recherche en cryptographie. Et notre rôle, comme en tant que cryptologue à l'ANSSI, c'est d'aider à sécuriser les systèmes et les données très sensibles ou classifiées. Donc,
plus concrètement, on n'intervient pas directement quand il y a des attaques, mais on est plutôt dans la recherche amont, dans le côté où on se pose pour réfléchir au problème et essayer de prévenir en fait les attaques. Et donc, nous, en tant que cryptologue, on intervient soit en amont, donc on va faire des recommandations, des conseils publics, publiquement accessibles en ligne, où on va dire cette attaque mathématique, elle a cette puissance, donc pour se protéger, il faut absolument utiliser telle ou telle méthode, ce genre de choses. On donne aussi des cours, donc moi je suis formatrice dans le centre de formation de l'ANSSI, donc c'est aussi pour aider à diffuser comment bien utiliser les algorithmes cryptographiques. Et ensuite, on intervient pendant la conception de systèmes. Donc, on va donner des conseils spécifiques à des produits en disant là, il faut ce type de sécurité parce qu'il y a ce type de menace. Et on intervient aussi en aval où on va valider certaines conceptions de certains produits en disant là, ça correspond à nos exigences, c'est à l'état de l'art, donc ça nous paraît sécurisé. On fait ces trois aspects. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez les satellites Galileo, les satellites européens Galileo. Donc, je travaille à la sécurisation de la génération 2 qui va décoller dans quelques années. Et j'essaye d'aider à la conception des algorithmes cryptographiques qui vont s'envoler bientôt dans ces satellites. Donc, c'est très stimulant en fait de faire partie de ça. Mais pour pouvoir être capable de faire tout ça, il faut qu'on soit à l'état de l'art. Et pour être à l'état de l'art, il faut faire de la recherche académique. Et donc, j'ai une grande partie de mon poste qui est allouée à la recherche académique. Je travaille avec des collaborateurs académiques internationaux et on travaille dans le cadre de projets de recherche, on écrit des publications scientifiques. Donc, non seulement on travaille pour être à l'état de l'art, mais on participe aussi à l'état de l'art, ce qui fait qu'on est quand même... on a quand même une bonne idée de ce qui se fait en cryptographie et je pense que c'est indispensable en fait pour être à ce niveau de conseil pour aider à la sécurisation des produits très sensibles. Donc voilà, finalement, j'en retire une grande satisfaction puisque j'ai un métier qui est très technique, mais très divers dans sa technicité, puisque j'interviens à la fois dans des choses très très concrètes et dans des choses plutôt abstraites de publications scientifiques. Sur les... J'ai oublié du coup. Ah oui. Alors le travail au quotidien, les satisfactions. Le travail au quotidien, je dirais qu'un des enjeux, c'est d'arriver à faire évoluer un peu l'université pour ouvrir. En fait, moi, mon problème, c'est le décrochage entre le droit qui commence à exister et qui est important, et puis les filières d'enseignement, la structuration académique des cours qui restent aussi sur des fondamentaux, et c'est très compliqué de faire évoluer une maquette, de sensibiliser. Et il y a un décrochage, et de ce point de vue-là, l'optimisme vient des étudiants qui sont très demandeurs, qui sont très conscients de ces sujets en tant que citoyens et aussi en tant que juriste qui a envie de se former aux enjeux dont il perçoit l'importance dans son environnement et dans la société. Donc il y a une demande très forte des étudiants. Et alors comment est-ce qu'on raccroche les filières existantes avec ces attentes des étudiants, et donc d'équilibrer aussi, parce que c'est pas parce qu'il y a des cybermenaces qu'il n'y a plus de droit de la famille ou qu'il n'y a plus de droit des contrats, mais malgré tout, essayer de rééquilibrer les choses pour avoir une université qui est aussi à l'image des enjeux, en l'occurrence juridiques et techniques de la société. Et c'est vrai qu'une des satisfactions, c'est de voir qu'il y a beaucoup de thèses. Là, j'ai 3 nouveaux doctorants, dont 2 doctorantes, avec beaucoup de candidatures féminines. Alors c'est vrai qu'en droit, spécialement en droit public, on est beaucoup de femmes. Il y a spontanément beaucoup de femmes. Alors peut-être une forme de féminisation viendra des SHS, je ne sais pas. Mais voilà, sur le droit européen de la cybersécurité, sur les enjeux de cybersécurité dans l'utilisation de l'IA, dans l'action publique, dans les blockchains, etc. Et donc, alors pour chacun de ces contrats de recherche, parce que je pense que pour un étudiant, il réfléchit avant de s'engager dans une thèse avec ce que ça peut impliquer.
il y a un nombre de candidatures, il y a une attente des étudiants qui est, alors en France et dans le monde, quand on voit le nombre de candidatures qu'on reçoit sur ces sujets-là, voilà, donc ça c'est quand même une source d'optimisme et qui donne envie de continuer à voilà. Et donc il y a cet aspect très académique, et puis il y a l'aspect aussi tous les projets de recherche qu'on peut construire en pluridisciplinaire avec aussi bien des laboratoires de recherche, IRISA et autres à l'université de Rennes 1, INRIA évidemment, mais aussi en lien avec le tissu, l'écosystème économique qui, alors en plus moi je suis à l'université de Rennes 1, donc on est bien entouré entre effectivement le pôle d'excellence cyber et puis toutes les entreprises, ou même je pense à l'IRT Bicom aussi, qui nous permettent de mener des projets de recherche vraiment très ancrés sur des cas d'usage, sur des interrogations très, très concrètes que peuvent avoir, ça peut être aussi bien la ville de Rennes Métropole sur des questions de gouvernance des données, ou sur voilà, tous les échelons, le public, le privé, le public-privé, enfin d'être vraiment et donc de pouvoir, et donc là c'est vrai qu'il y a un boulevard parce que tout est à faire, tout est à penser, tout est à construire avec une diversité d'acteurs, et ça c'est assez agréable aussi, et bien de travailler avec des profils différents, avec voilà, c'est intéressant à titre humain et personnel, mais aussi intellectuellement, parce que du coup forcément on se pose des questions qu'on ne s'est pas posées ou sous des angles qu'on n'avait pas envisagés, et ça c'est aussi une façon de se mettre à l'épreuve, de continuer d'avancer. Voilà, pour l'aspect un peu à titre personnel, mais donc et aussi peut-être de bâtir un peu quelque chose. Donc c'est voilà, je reviens, je reboucle. Du coup, je vais poser une question un peu différente à Léa. Est-ce qu'il y a un fait marquant que tu as envie de partager avec nous, et finalement quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ton parcours? Alors, oui, s'il y a une chance que j'ai eue dans ce parcours de la cyber, c'est de pouvoir, qu'on me donne la possibilité de m'adresser directement aux jeunes femmes. Et ça, je trouve que c'est une chance qui est rare et dont il faut profiter, et qui m'a été rendue possible grâce au programme des cadettes de la cyber, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. On a pu, il y a quelques mois, par exemple, participer à un podcast diffusé sur France Culture, où on a pu directement s'adresser aux jeunes femmes, présenter la diversité des profils et leur dire, bah voilà, si tu t'intéresses aujourd'hui au droit, eh ben, tu as ta place dans la filière cyber. Si tu t'intéresses, si tu aimes les mathématiques, les sciences politiques ou les langues, eh ben, il y a toute une diversité de métiers liés à la cyber qui t'attendent. Et c'est cette possibilité de pouvoir s'adresser directement à ces jeunes femmes et échanger avec elles dont je suis particulièrement fière, puisque à la suite de ce podcast, on a reçu des emails, des messages sur LinkedIn de jeunes femmes, alors soit au lycée, parce que ce serait un peu utopique de croire quand même que dès le collège, elles nous écoutaient sur France Culture le samedi après-midi, mais quand même. Mais aussi de jeunes femmes en réinsertion professionnelle qui nous disaient qu'elles avaient commencé à travailler dans une branche, et puis qu'en travaillant, elles avaient pris connaissance de la cyber, et que donc elles souhaitaient se former davantage, et elles cherchaient des formations, des parcours atypiques également, et puis se renseigner. Donc on a pu échanger avec elles. Donc ça, c'est un fait particulièrement marquant qui a été rendu possible donc, grâce aux cadettes de la cyber, dont je reparlerai ensuite. Du coup, Hermance, je poursuis. Est-ce que vous êtes engagé vous-même aussi sur ces sujets autour de la place des femmes dans la cyber, et comment du coup? Moi, j'ai la chance de pouvoir effectivement m'investir dans une association qui s'appelle Women for Cyber pour le chapter France. Donc, ce qui est très intéressant dans cette association, c'est qu'on est comme une filière en fait d'une association qui est européenne. Donc ça, c'est assez puissant en termes de structuration. Et c'est vrai qu'à l'issue, j'avais envie effectivement aussi de pouvoir parler et échanger et de m'adresser aux jeunes femmes et surtout voilà, aux futurs profils de notre filière, et notamment française. Parce que derrière, il y a d'abord, je pense, un enjeu de souveraineté. C'est un sujet qu'on traite très souvent, mais pas forcément du point de vue de la femme. Alors, je m'explique un peu. Concrètement, on se dit que la French Tech avait
avait formulé le positionnement des femmes dans la tech à hauteur de 33%. On tombe à 10,6% dans l'expertise au niveau de la cyber. Donc je pense que c'est assez éloquent. Et je pense qu'un pays qui se prive d'une minorité, en fait, de pouvoir utiliser un certain nombre de talents, c'est grave, en fait. C'est assez impactant. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à se développer sur la question. Donc déjà, il y avait vraiment cette question-là, que ce soit au niveau français ou européen, bien sûr. Et puis, derrière, effectivement, cette question de dire, avec Women for Cyber, quel est notre objectif ? Notre objectif, il est à la fois de pouvoir amener le métier de la cyber auprès des jeunes femmes. Ça, c'est très important d'avoir un peu ce rôle de dire ça existe, finalement. Juste ça existe et tenter le coup. Et puis l'effet inverse, c'est-à-dire d'amener les profils féminins auprès des acteurs de la cyber. Donc, tout type d'acteurs. Et ça, je pense aussi, quel que soit finalement ce qu'on veut faire au sein de la filière. Et au sein de l'association, on a notamment, alors on a 3 grands groupes de travail. Le premier, c'est le mentorat. Donc là, on est super content parce qu'on a fini le premier round. Il y a eu 19 mentorés, 24 mentors. Ça a commencé en mai, ça s'est fini en octobre. On a de super résultats. On va lancer là pour le 22 novembre le deuxième round. On va faire les matchs bientôt, donc ça va être sympa. Donc si vous êtes intéressé, homme ou femme d'ailleurs, en tant que mentor, c'est vraiment ouvert. On est très intéressé par tout type de profil. Si vous avez 2 heures dans le mois à donner auprès d'une jeune femme qui a envie de se développer dans le domaine et de lui donner certains accès, certains conseils, vous êtes les bienvenus. Et vous, jeunes femmes, bien sûr, c'est fait pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça. On a également, bien sûr, un groupe de travail sur le partenariat parce qu'on est soutenu, alors pas financièrement, mais reconnu par certains ministères, bien sûr, puisque l'Éducation nationale, notamment, fait beaucoup sur le sujet, mais également donc, les différents ministères stratégiques, l'Intérieur et la Défense. Et puis, on a également donc, un groupe de travail qui concerne plus comment... on articule les métiers finalement avec un certain nombre de fiches métiers, donc n'hésitez pas à aller aussi sur le site et à mieux nous découvrir et puis nous on pourra répondre à vos questions. Donc c'est une grande chance, il y a une super ambiance, c'est aussi, il faut le dire, et donc on sera en tout cas très heureuse de pouvoir y répondre. Il y a des différents profils et voilà, en fait finalement on est là pour ça, on a vocation qu'à se développer et notamment avec nos enjeux actuels. Du coup, je propose de passer le micro à Léa qui va nous parler des cadettes. Oui, avec très grand plaisir. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion des cadettes de la cyber. Et à l'occasion de l'European Cyber Week, on accueille la seconde génération des cadettes de la cyber, dont certaines sont dans la salle. Donc, je suis ravie d'embarquer dans cette aventure avec vous. Donc, pour contextualiser, les cadettes de la cyber, c'est un programme qui a pour vocation d'encourager les jeunes femmes en fait, à se tourner vers les métiers de la cybersécurité. Et donc, ça passe par un système de parrainage et de marrainage. Donc, les cadettes de la cyber ont la chance de recevoir de figures fortes du monde de la cyber, un certain nombre de parrains et marraines. Donc, Guillaume Poupard, par exemple, était parrain de la première, d'une des cadettes de la première promotion. Et en échange, les cadettes, et c'est un pan du programme qui me tient particulièrement à cœur, ont pour mission d'aller dans les collèges et les lycées sensibiliser les jeunes de manière générale sur les enjeux qui gravitent autour de la cyber, mais aussi d'aider les jeunes à se tourner vers ces métiers. Donc on a par exemple été dans des collèges, dans des lycées où on essaie de les sensibiliser un petit peu sur les risques liés au numérique de manière très générale. Donc, on parlait avec eux de leur utilisation des réseaux sociaux, de comment on pouvait surveiller son image et ce qu'on divulguait sur Internet. Mais également, on avait les premières questions qui arrivent en première et en terminale sur l'orientation. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de les embarquer et leur montrer que ça pouvait leur parler la cyber, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de stéréotypes qui gravitaient autour de ces métiers.
Et en fait, on essaie presque de faire du cas par cas en leur disant, bah, OK, dans quoi tu te projettes, comment tu te vois plus tard, et leur montrer que c'est possible, en fait, que ce profil atypique qu'ils ont, et ben, on le retrouve dans les métiers de la cyber. Donc ça, c'est cette sensibilisation et cette valorisation des métiers de la cyber, c'est un pan central du programme des cadettes de la cyber. Et donc ça passe par une sensibilisation dans les collèges et les lycées, mais également dans les médias. On essaye d'être présent à la radio, dans différents journaux. Par exemple, il y a un article aussi qui est paru dans le monde informatique. On essaie de toucher un maximum de personnes comme ça. Et puis aussi d'être présente sur les réseaux sociaux, puisque on se dit que c'est comme ça qu'on va attirer un maximum aussi de jeunes. Donc, en essayant de participer à des campagnes de sensibilisation, que ce soit par exemple la journée européenne dédiée à la cybersécurité. On était présente à ce moment-là. On a essayé de participer à un certain nombre d'événements aussi de networking pour favoriser les échanges en direct. Et puis, notre but dernier, c'est d'aider les jeunes femmes à s'insérer dans le monde professionnel aussi, et donc en leur donnant la possibilité de rencontrer un certain nombre de personnes qui ont monté leur carrière, qui ont construit leur parcours dans la cyber, de s'inspirer d'eux et de ainsi prendre confiance pour, à leur tour, oser se lancer, en fait. Voilà. Merci Léa. Et du coup, Mélissa, Oui. Vous êtes engagée. Oui, le problème du manque de femmes dans les domaines de la cyber, il est particulièrement vrai dans les domaines très techniques comme les mathématiques. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Donc, c'est super de voir tous ces investissements de votre part. Moi, je pense qu'en fait, en tant que femme dans ce domaine, on a une sorte de responsabilité de surexposition pour casser les stéréotypes, pour montrer que quand on pense à un scientifique ou une... Bon, moi, je parle pour mon cas cryptologue, on ne pense pas forcément à une femme, donc c'est aussi pour casser ce genre de stéréotypes. Donc, j'essaye de répondre favorablement à la plupart des sollicitations pour présenter, faire de la vulgarisation. Donc, je suis allée dans quelques collèges et lycées présenter le métier, essayer de faire des petits exercices pour montrer que les maths qu'ils font au collège et au lycée peuvent être appliquées dans des algorithmes complexes, et essayer de présenter le métier, de répondre aux questions. Et en général, on a souvent des élèves qui sont intéressés, donc c'est assez motivant. Voilà, collège et lycée. Et après, ensuite... J'essaye aussi de faire connaître le domaine un peu plus généralement en participant à la conception d'exercices pour des concours collège-lycée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concours Kangourou, par exemple. On fait la même chose pour la cryptographie. Donc, ça s'appelle le concours Al-Kindi. C'est pour les 4e, 3e et seconde. Donc, ça touche 60 000 élèves par an. Donc, c'est au bon vouloir du professeur de maths qui va les inscrire ou non à ce concours. Et donc, nous, on fait des exercices de cryptographie très ludiques, très imagés, avec des petits cadenas, des engrenages, pour essayer de résoudre des énigmes et décoder des codes secrets. Et ça plaît beaucoup. Et donc ça permet de diffuser un petit peu l'idée à tous. Et donc ensuite, après, on invite certains qui ont réussi certains exercices dans des laboratoires pour leur présenter la cryptographie. Donc ça, c'est aussi une manière de diffuser l'idée à garçons et filles pour les collégiens et les lycéens. Et ensuite aussi, je participe donc à l'ANSSI, on organise le French Cyber, FCSC, donc French Cyber Security Challenge. C'est un challenge pour plutôt plus tard, donc 18-25 ans, où il y a des challenges de cryptographie, donc un peu plus difficiles que Al-Kindi, donc mathématiques, à faire des petits codes pour essayer de retrouver des drapeaux. Donc c'est un CTF, comme il va y en avoir pendant cette European Cyber Week. Et donc comme ça, on va sélectionner l'équipe de France de cybersécurité qu'on va coacher et amener à la Coupe d'Europe, l'European Cyber Security Challenge. Donc là aussi, on essaye de diffuser ça et d'essayer d'avoir le plus de femmes possible qui participent à ce domaine. Donc c'est une autre voie que de venir dans les lycées, c'est une autre voie pour présenter le domaine de manière un petit peu ludique aux garçons et filles jeunes, pour essayer d'avoir plus de collègues féminines un jour. En fait, le premier point dans votre engagement, c'est d'être ici dans cette table ronde. Et donc, il y a aussi le CEPSIS qui est finalement représenté dans son action à la fois par Livia et Brunessen, puisque elles ont été lauréates de l'Européenne Cyber Women Day organisée par le CEPSIS, qui est aussi extrêmement engagé pour la mixité dans les métiers de la cyber.
Donc, je vais conclure par une dernière question que je vais poser tour à tour à vous d'abord, qui est est-ce que vous avez envie de donner un conseil aux personnes de la salle, voilà, un conseil un peu personnel sur pourquoi faut-il rejoindre les métiers de la cyber? Alors, je commencerai par... il est toujours bon de se poser des questions. Donc, si vous avez un doute, allez-y. Je pense qu'on a toujours plus de chances d'arriver là où on veut si on vise haut. Donc, je pense que, voilà, pour ma part, j'ai commencé aux ventes en direct d'Asso Systèmes. Après, je suis partie en ambassade pour aider les entreprises sur ce sujet. Et puis, je suis revenue pour le groupement de défense et de sécurité des entreprises françaises. Et finalement, aujourd'hui, je travaille pour une entreprise, Relia 2S, qui est sur tout ce qui est interception de signaux flux GNSS. Donc, globalement, je pense que dans une vie, il y a plein de métiers différents autour de cette filière. Et il y a plein de manières de pouvoir s'épanouir, et c'est plutôt grisant de se dire que on est dans la tech, c'est-à-dire que la science, elle est quand même faite pour améliorer le monde de demain et travailler à des systèmes qui ne sont pas encore conçus, qui n'existent pas encore. Donc voilà, moi je dirais soyez ambitieux, ça ne peut que payer et vous plaire. Voilà. Oui, alors en conseil, je voudrais m'adresser directement en fait à ces jeunes femmes qui se questionnent encore aujourd'hui, en leur disant d'oser et de pas se prendre le risque de se poser la question: est-ce que je suis légitime ou pas à accéder à ces métiers. La demande est présente. Guillaume Poupard, lors du dernier forum international de la cybersécurité, il parlait encore d'une pénurie de talents dans cette filière. Donc on a vraiment besoin de vous, et le sentiment d'illégitimité, il n'a pas du tout sa place. Peu importe votre filière, peu importe le parcours que vous avez eu avant, on a besoin de personnes très tournées vers la recherche, autant que de personnes qui se sont professionnalisées très jeunes. Donc vraiment, osez révéler votre talent, osez aller à la rencontre des acteurs et montrer l'étendue de ce que vous savez faire. Et du coup, Livia? Moi, j'irais sûrement dans le même sens que mes collègues, en disant qu'il faut vraiment essayer de ne pas entrer dans ce cadre très restrictif qui est ce n'est pas mon profil. Vous savez, dans la cybersécurité, comme dans d'autres industries actuellement, le terme de profil type est évoqué de moins en moins. Il n'y a pas de profil type en fait, et je vous invite vraiment à plutôt prendre conscience de vos qualités, de vos compétences, connaissances, de vos valeurs, et d'essayer de vous demander en quoi ça peut être enrichissant, en l'occurrence pour le secteur de la cybersécurité. Et sans attendre de réponse, je peux vous assurer tout de suite que c'est extrêmement enrichissant pour une gamme extrêmement large de métiers dans la cybersécurité. Donc c'est un secteur porteur, toujours en forte croissance, pluridisciplinaire, qui a besoin de vous. Osez, comme ça a été déjà dit, et puis soyez audacieuse et confiante. Alors, merci beaucoup. En fait, je veux vous dire que vraiment, vos témoignages nous ont montré excellence, innovation, engagement, variété. Vraiment, un grand merci. Alors, on n'a pas le temps de prendre des questions dans la salle parce que nous avons démarré en retard et je crois que nous avons largement mordu sur la pause. Mais je vous propose et vous suggère de poser les questions que vous souhaitez poser à nos témoins parce que, à titre personnel, vraiment, vous nous avez inspirés. Merci.